Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Face aux gilets jaunes, les partis politiques et les syndicats ont-ils encore leur rôle de relais des opinions des Français? Y a-t-il une faillite des corps intermédiaires dans ce pays? Y a-t-il tout simplement une crise de la démocratie représentative en France? Telles sont les questions que nous allons nous poser ce matin. Pour y répondre ou tenter d'y répondre. En tout cas, nous avons invité sur ce plateau deux responsables politiques, un responsable syndical et un membre des Gilets jaunes. Pascal Duforestel, bonjour. Vous êtes l'ancien patron des socialistes des Deux-Sèvres. Aujourd'hui, vous avez rejoint le nouveau mouvement politique Place Publique mené par l'essayiste Raphaël Glucksmann. David Labiche, bonjour. Vous êtes le premier secrétaire départemental du parti Les Républicains en Charente-Maritime. Ali Amir, bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental de l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes de la Vienne. Bonjour. Enfin, je reçois Johan Lotelier. Bonjour. Vous êtes créateur d'une micro-entreprise, père de 2 enfants et l'un des Gilets jaunes d'Angoulême. La première question est pour vous. Malgré les nombreuses tentatives de récupération d'un peu partout des partis politiques, ni eux ni les syndicats n'ont réussi pour le moment à cristalliser, à s'accaparer vos demandes, vos revendications. Pour quelles raisons, selon vous ? Concrètement, moi je vais attaquer fort, les amis. Ça fait des années que soit l'un ou soit l'autre est soit au gouvernement, soit à l'opposition, soit dans la rue. Et aujourd'hui, on arrive au constat qu'on est nous-mêmes dans la rue. Les citoyens ont pris la rue. Et on veut pas. C'est pas qu'on veut pas de vous, mais on veut qu'on nous laisse faire parce que vous n'avez pas été capable de le faire. Donc on va le faire. Dans combien de temps la réponse appartient au gouvernement. Mais il faut vraiment qu'on y arrive. Si vous voulez nous appuyer, on n'y voit pas d'inconvénient. C'est sans vos couleurs, sans votre parti. C'est en tant que citoyen qu'il faut venir. Après, vous, dans vos responsabilités qui vous appartiennent, vous êtes bien sûr amené à essayer d'apporter d'autres soutiens. Et ça, c'est bien. Mais là, le peuple est en colère. Je résume, grosso modo, syndicats et politiques, vous les mettez sur le même plan aujourd'hui. Et grosso modo, ils sont incompétents en la matière. Je dirais pas incompétents, mais ils n'ont pas réussi. Allez, s'il vous plaît, la réponse, c'est la défense peut-être des corps intermédiaires. Oui, tout à fait. En ce qui nous concerne, donc, au niveau de l'UNSA, donc, on n'a jamais été aux responsabilités politiques. Donc on n'a pas pu effectivement initier une politique ou une stratégie qui permette d'étudier et de vous accompagner dans la démarche sociale que vous développez à ce jour. Donc, par contre, en tant qu'instance syndicale, et notamment l'UNSA, si vous voulez, nous, on est une nouvelle organisation qui a été créée en 1993, qui repose sur l'autonomie, et donc pas sur une confédération avec des stratégies de pouvoir qui sont définies sur Paris. Donc c'est l'inverse, effectivement, de tout ce qui peut exister dans les corps intermédiaires à ce jour. Donc, en ce qui concerne l'UNSA, on a toujours été dans une base de réflexion sur le local et sur le territorial. Donc, avec des approches participatives qui permettent à tout à chacun, effectivement, de s'exprimer dans cette instance. Donc, la représentativité que vous dénoncez, plus ou moins, donc, dans votre mouvement, qui date depuis le 17 novembre, avec son phénomène, effectivement, d'éclat qui s'est fait sur la région parisienne. Donc, certains membres de l'UNSA participent avec vous, à titre individuel, en qualité de citoyen. Tout à fait. L'attaque était forte, je vais vous laisser répondre chacun comme vite fait, quand même, par rapport à cette critique que vous avez entendue de la part de ce gilet jaune. Non, mais moi j'entends la critique et je l'accepte en partie. Je pense juste qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, par rapport à la question initiale, oui, il y a une crise de la représentativité. Oui, des formes traditionnelles d'organisation politique sont mises à mal et doivent être rénovées. Vous avez l'impression qu'on vit le début d'une ère où les partis politiques n'auraient plus leur place, Non, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, le premier qui doit se mordre et se poser des questions, c'est Emmanuel Macron. Il a fait toute une campagne gérer le pouvoir en essayant de mépriser les corps intermédiaires. Voilà. Là, il se retrouve face à un mouvement qu'il a du mal à maîtriser, à comprendre, à entendre et avec lequel il a du mal à dialoguer. Double conséquence, finalement, si je vous écoute, de la politique d'Emmanuel Macron, autant sur la forme que sur le fond. Je crois. David Labiche. Aujourd'hui... Est-ce que vous servez encore aujourd'hui à quelque chose, vous, les partis politiques? C'est ça qu'on est en train de... Emmanuel Macron, monsieur vient de le dire, effectivement, il a été élu comment? Il a été élu en voulant détruire les partis. Le Parti socialiste, aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. Parce qu'il fallait... Les Républicains, aujourd'hui, il a voulu les détruire. Non, nous sommes encore là. Nous sommes bien présents. Nous avons des idées, nous avons des projets. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, puisque nous avons été au pouvoir. Les socialistes ont été au pouvoir.
On a été inefficace à un moment donné. Les Français ont voulu donner la chance à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la chance, c'est fini. On le voit bien, ça ne fonctionne pas. Pourquoi les Gilets jaunes fonctionnent? Pourquoi le mouvement fonctionne? Parce qu'il n'est pas colorisé. Il faut qu'il reste comme ça. On l'accompagne, nous, à titre individuel. Ça veut dire que si ça n'avait pas été Emmanuel Macron, mais vous, à la tête du pays, ça aurait été différent ou la même chose? J'ai l'impression que si j'entends votre... Différent, vous, c'est pas pareil. oui, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait un programme en 2012, on avait un programme en 2017. Les choses auraient pu être mises en place, appliquées. Un truc concret, le pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment que ça. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous voulez un SMIC plus important? Vous voulez des salaires beaucoup plus importants? Les heures supplémentaires, tout simplement. J'ai eu, moi, l'occasion, pendant 20 ans, d'avoir du personnel à payer des heures supplémentaires. Le jour où M. Hollande est arrivé au pouvoir, supprimer les heures supplémentaires, non, certainement pas. On ne veut plus faire d'heures supplémentaires, parce qu'ils étaient imposés. C'est un exemple concret. Ouais. C'est un petit peu facile, si vous voulez, de se retrancher vers le fait que, oui, on avait un programme, on avait des choses... on se retranche derrière rien de tout ça. Nous, on a décidé, grâce à notamment Priscilla et Eric et d'autres qui ont suivi derrière, on a décidé de prendre notre courage à deux mains, d'abandonner pour ma part ma famille, ça fait 15 jours que je vois plus ma femme, et d'être dans la rue par des températures énormes, parfois avec des affrontements que je dénonce, avec les forces de l'ordre, parfois à bloquer des bus, qui aussi je dénonce. C'était une mauvaise stratégie, on a mis des personnes qui n'avaient rien à voir avec tout ça, mais comme je dis souvent, on est des ignorants et ignorés. Vous vous sentez ignoré encore aujourd'hui? Ah ben, concrètement, quand on voit... Pas médiatiquement toujours, j'imagine, parce que quand même on parle de vous partout. Médiatiquement, plus ou moins, enfin je veux dire, on a besoin des médias, ils sont là avec nous, etc. Il y a des quiproquos, il y a des choses qui ne vont pas, mais ça se règle cas par cas. Mais voilà, on a mis par exemple la STGA en blocage et des personnes ne pouvaient plus aller travailler. Et on a compris que finalement, ça n'avait aucun intérêt. Et d'ailleurs, au nom de... quel droit à l'erreur, grosso modo? Voilà, en fait, au nom de ces personnes-là, vraiment, je revendique... C'est la nuit qui parle. Vraiment, on s'excuse de la gêne qu'on a pu occasionner à ce moment-là. Nos confrères de la Nouvelle République ont fait leur une ce jeudi avec ce titre: les syndicats vont-ils enfiler le gilet jaune? On aurait tendance à dire, est-ce qu'ils vont enfiler enfin le gilet jaune? Est-ce que vous vous êtes senti dépassé, Ali Amir, vous et pas que l'UNSA, évidemment. J'entends bien. Donc nous, en ce qui nous concerne, effectivement, donc on a vécu l'année 2017 de façon difficile. Hein. Il faut savoir que la loi travail, par exemple, initiée par le gouvernement et par le président Macron, a été faite par ordonnance. Il faut s'en rappeler. Donc il y a eu ce déni, effectivement, de représentativité. Il y a quelque chose qui passe en force. Ça existait sous le gouvernement Hollande. Ça existait aussi à d'autres moments. Et en fin de compte, il n'y a eu aucune révolte et aucun appel à la révolte, à part pour la loi travail, se mobiliser devant une gare, bloquer des trucs pour la SNCF, etc. Et encore une fois, sous les couleurs d'un drapeau, rouge, noir, bleu, peu importe. Nous, on n'a pas de couleur. Jaune. On est jaune, mais on est jaune simplement pour notre sécurité. Il y a encore des jaunes qui se font renverser. Voilà, c'est pour notre sécurité. Plus que pour représenter une couleur. Alors, Philippe Martinez, le patron de la CGT, était ce jeudi dans la Vienne au chevet des salariés de Saint-Jean Industrie, ex-fonderie du Poitou-Alu, et qui a annoncé, d'ailleurs l'entreprise qui a annoncé se mettre en cessation de paiement. On en a profité pour lui demander son point de vue justement sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont trop souvent des citoyens, des retraités, des salariés qui ne nous voient pas assez. C'est ça le problème. Donc ça pose la question du déploiement de la CGT, qu'on soit présent dans plus d'entreprises, dans plus de quartiers. Mais c'est pas un mouvement qui est en opposition avec les syndicats. C'est un mouvement qui met en avant le fait que les syndicats, et je pense surtout à la CGT, doivent plus se déployer et être présents dans plus d'entreprises, de services et de quartiers. C'est un mouvement qui exprime une colère et des revendications. Il y a besoin maintenant qu'il y ait des convergences dans le respect des gilets jaunes et de nos gilets rouges. Mais je pense que c'est l'expression d'une colère dont parle la CGT depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Pascal Duforestel, qu'est-ce qui manque finalement aujourd'hui aux formations politiques pour mieux comprendre les inquiétudes des Français, puisque visiblement il y a eu quand même une grosse lacune à ce niveau-là?
Je pense qu'au-delà des partis politiques, c'est l'ensemble de la République qui doit être révisé. Voilà, c'est la forme de délégation du pouvoir, c'est-à-dire ne pas mandater quelqu'un sur la base d'un programme plus ou moins respecté et puis d'attendre les 5-6 ans pour revoter, etc. Ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. Voilà, mais dans une certaine acceptation. Il peut y avoir d'autres formes de démocratie représentative qui intègrent une partie participative plus forte où il y a une itération permanente avec les habitants et les concitoyens, etc. Je crois que la forme ancienne de la Ve République, à ce titre-là, est, à mon avis, morte. En tout cas, le mouvement contribue à montrer ses signes de faiblesse pour être léger dans mes propos. David Labiche ? Une solution pour être mieux audible vis-à-vis des Français, parce que finalement, encore une fois, c'est ce qui pose problème pour les partis politiques. Toute la difficulté, là, c'est qu'aujourd'hui, on a des idées, on a des projets, il faut arriver à les mettre en application. Moi, je suis ravi d'entendre ce que j'ai entendu. Oui, ils sont courageux, c'est vrai, ils sont courageux, parce qu'ils réussissent aujourd'hui où les partis ont raté leur entrée. Ça fait des années que même les collectivités, que ce soit les maires, les conseillers départementaux, régionaux, se battent à faire entendre l'État sur les besoins des Français. On n'y arrive pas. Aujourd'hui, oui, ils ont eu le courage, et il faut les soutenir, et il faut les accompagner. Je vous propose de regarder ce graphique publié par la Fondation Jean Jaurès où il est question de la catégorie sociale des personnes à qui on a demandé leur avis sur le mouvement des Gilets jaunes et qui ont répondu par un soutien du mouvement. Eh bien, les ouvriers soutiennent à 62%, les travailleurs indépendants, retraités et chômeurs à plus de 50%. En revanche, seuls 29% des cadres et professions intellectuelles supérieures soutiennent le mouvement. Yoann Le Tellier, on voit bien pourquoi la notion de pouvoir d'achat est vraiment principale et une revendication des Gilets jaunes. Parce qu'il s'agit de ça quand même au départ. Alors, effectivement, tout est parti de la hausse des taxes des carburants, mais concrètement, c'est une taxe injuste, parce que ça touche des classes sociales qui, comme moi, je m'en cache pas, j'ai une entreprise, mais ça m'empêche pas tous les jours d'aller bouffer au Resto du Cœur. À côté de ça, il y a des personnes qui, ont une richesse et ils en font profiter personne, ils les mettent dans des paradis fiscaux. Ceux-là, on ne va pas les chercher, ou difficilement, ou on essaye, on tente, mais on n'y arrive pas en tout cas. Et à côté de ça, il y a aussi des personnes qui prennent des jets privés pour aller se déplacer, voir 2-3 personnes. Et eux, ils n'ont pas de taxes, ils n'ont que dalle. Je parle des paquebots, je parle de tout ça. Et nous, boum, ça nous tombe dessus. Vas-y, de toute façon, ni une ni deux, je t'embrouille. Je te mets une taxe de 3 centimes, tu verras rien. Mais à la fin du mois, si on finit par le voir, moi je fais quasiment 39 000 kilomètres par an, avec mon entreprise, je fais des concerts à droite à gauche dans tout l'Hexagone et même à l'étranger. Et on le voit parce que moi, je finis par devoir payer de ma poche des frais de déplacement qui n'étaient pas anticipés parce que c'est des contrats qui sont des fois signés avec 1 an d'avance. Et ça, ma réalité, c'est aussi la réalité de beaucoup de personnes, des gros transporteurs, etc. Et on est à bout. Il faut... on n'en peut plus. Je vois des personnes se transformer en animaux, comme je le dis, parce qu'ils n'ont plus que ça à faire. Et on est franchement au bord d'un chaos. Est-ce que ce n'est pas ce quotidien, ces choses très concrètes qui manquent aujourd'hui dans le discours des hommes politiques et des partis politiques ? Parce que là, pour le coup, dans le concret, on y est de A à Z. Hein. Est-ce que c'est pas ça ? Absolument, le problème, il n'est pas là, finalement. Si, il faut arriver à écouter, on dit toujours, mais même dans les partis, on le dit, il faut écouter la base. Et à un moment donné, lorsqu'on est à Paris, et là, c'est flagrant, le fossé est énorme aujourd'hui avec Emmanuel Macron. On dit toujours, quand on se regarde, on se fait peur, mais quand on se compare, on se rassure. On le voit encore aujourd'hui. On entend maintenant que François Hollande était meilleur que Emmanuel Macron. On dit que Nicolas Sarkozy était... Ok, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, il y a concrètement, il faut y aller. Il faut remettre les heures supplémentaires. Il faut redonner le pouvoir d'achat aux ouvriers. J'ai été ouvrier, je fais 90 km par jour pour aller travailler également. Avant d'être élu ou représenter un parti, je suis également... Franchement, pardon, mais David Labiche, la base aujourd'hui aux Républicains, elle est entendue ? Oui, elle a entendu. Vraiment ? Ben, bien sûr qu'elle a entendu. Aujourd'hui, je représente le Conseil national des investitures à Paris. C'est la première fois que Laurent Wauquiez met, lui ou un autre représentant ou dignitaire de notre parti, m'a mis, lui, je suis simplement un petit élu d'une commune à Châtellerault-en-Plage. Je représente, une base. Pascal Duforestel, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait que le Parti socialiste aujourd'hui est mourant, tout simplement ?
le problème par rapport à la base, ça a été souvent critiqué. J'en ai fait partie pendant de nombreuses années, donc je ne vais pas taper sur le Parti socialiste. Néanmoins, si je l'ai quitté, c'est aussi parce que je pense qu'il y a une césure avec la population. Après, je pense qu'il ne faut pas être démago non plus. C'est-à-dire qu'il faut éviter une logique de caste et une logique où on est des populations. Il faut recréer du vivre ensemble. Est-ce qu'il y a la démagogie dans le discours des Gilets jaunes? C'est intéressant. Non, pas du tout. Après, dans les tentatives de récupération, un peu plus. Voilà, mais de temps en temps, il faut aussi dire aux Gilets jaunes qu'ils ne sont pas obligatoirement de raison sur tout. Il faut aussi dire que aujourd'hui, certes, une démocratie avec de la représentation, on n'a pas trouvé mieux dans des systèmes, donc il faut la rénover, certes, mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, donc il faut avoir ce dialogue-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas en gros, monter la moitié de la population, parce que je pense que c'est au moins la moitié socialement, si on contre les classes populaires et les classes moyennes en décrochage, contre une population qui vivrait dans des start-up et qui vivrait de l'ascension sociale et qui pourrait en bénéficier. Il faut à tout prix recréer du lien dans tout ça et éviter la césure qui est en train de se créer. Ali Amir, Donc nous, en ce qui nous concerne, effectivement, donc on s'interroge sur le schéma de représentativité des Gilets jaunes, bien évidemment, en tant qu'organisation syndicale. Sur notre démarche, rien ne s'oppose effectivement à une complémentarité entre l'UNSA et des Gilets jaunes. Mais ensuite, moi, je vois effectivement, que ce soit à travers les médias ou des différents éléments, c'est la notion des porte-paroles. Donc après, on s'interroge. Qui est porte-parole, qui ne l'est pas, qui peut effectivement être représentatif et qui peut être reçu par tel ou tel représentant du gouvernement. Donc on l'a vu récemment. Certains ont été reçus par le ministre de l'Environnement. D'autres ont été reçus cet après-midi par le Premier ministre. Après, effectivement, certains dans d'autres départements, hors du contexte de la Nouvelle-Aquitaine, s'interroge sur la représentativité ou la justement, légitimité. c'est ça, voilà la question, Yohann Letellier. Est-ce que c'est pas la limite des Gilets jaunes, justement, sur ce problème de représentativité que vous dénoncez finalement aussi en tant que système politique, mais qui vous manque aujourd'hui pour pouvoir être peut-être plus, efficace peut-être, je ne sais pas. Alors, qu'on ne se le cache pas, l'objectif, il n'a jamais été d'avoir un représentant national, départemental, local, peu importe. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de leader. C'était voulu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à faire peur au gouvernement parce que il mouille son slip. On va le dire comme ça. Moi, je parle avec les mots que j'entends. Donc, c'était totalement voulu. Maintenant, on a une petite ouverture de porte qui se fait. Il faut pouvoir y rentrer. Jason Herbert a accepté d'être reçu auprès du Premier ministre vendredi après-midi. Et il y a été seul, courageusement. Il lui a dit bonjour. Il lui s'est présenté. Et il lui a dit au revoir. Parce qu'il refuse de faire rentrer les citoyens dans le bureau. C'était tout bête. Une caméra en direct. Les citoyens ont le droit, les citoyens français ont le droit de savoir ce que le Premier ministre veut dire. Par exemple, on parle concrètement d'avoir vraiment un droit de regard sur ce qui se passe au sein de l'hémicycle, avoir aussi la possibilité... On va en parler juste après. Ouais, je voulais juste revenir un tout petit peu sur ce qui a déclenché mais rapidement le mouvement des Gilets jaunes et par rapport à la perception des politiques. On va revenir très rapidement, je vous promets, sur les revendications des Gilets jaunes. David Labiche, la loi sur les 80 km/h a été, selon beaucoup, le déclencheur du mouvement des Gilets, avant même le problème du prix du diesel. Est-ce que c'est votre point de vue ? Si oui, pourquoi ne avoir été assez réactif finalement sur les 80 km/h et pas sur le prix de l'essence ? Oui, on a été, parce que les 80 km/h ont été le démarrage un petit peu du ras-le-bol des Français. On savait très bien qu'à un moment donné, les 80 km/h qui allaient être mis en place, c'était aussi une taxe derrière qui allait rentrer pour essayer de compenser la dépense publique. Donc, et c'était gros, puisque les 80 km/h ne concernent quoi ? Que les provinciaux, pas du tout Paris. Pascal de Forestel. Oui, je pense que c'était une alerte. Sur la réactivité des partis politiques par rapport à la naissance du mouvement Gilets jaunes. Oui, ça a amené à une diversité de réactions, parce que ça partait dans tous les sens. Parce que entre ceux qui sont persuadés que ça améliore la sécurité et ceux qui ne le sont pas parce qu'on n'a pas d'éléments probants. Voilà. Mais je pense que l'actualité aujourd'hui est beaucoup plus forte, parce que là, on touche à des considérations sociales. Voilà. Et en plus, le pire, c'est qu'on les met en vis-à-vis d'une urgence qui est une urgence écologique. Alors je vous propose à présent de regarder un petit reportage tourné cette semaine, ce mardi, dans la Vienne et les Deux-Sèvres, sur la réaction des Gilets jaunes suite à l'allocution d'Emmanuel Macron. Le même jour, on en parle juste après. Ils ont écouté le président de la République sur une radio de chantier.
Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. Mais le discours sur la transition énergétique d'Emmanuel Macron n'a pas convaincu ces gilets jaunes. Je sais qu'il faut faire de l'écologie, ça c'est tout à fait ça. Mais si les Français ils avaient plus les moyens, je pense qu'ils feraient de même. Le problème il est là, mais c'est à l'heure actuelle, l'isolation des maisons et tout, parce qu'on n'a pas de sous, c'est tout le problème. On le ferait tous, on en a marre d'avoir froid, on en a marre de se chauffer avec du fioul ou machin, ça nous coûte cher. Pour calmer la fronde, le chef de l'État invite les gilets jaunes à prendre part au débat avec une concertation dans les 3 mois. Les manifestants de Châtellerault, eux, veulent des réponses plus rapides. Je trouve que c'est anormal qu'il ne change pas son opinion. Parce qu'il aurait dû changer. Hein. Tout le monde est mécontent. Eux, combien qu'ils gagnent? Est-ce qu'ils ont bougé leur salaire? Ils n'ont rien bougé du tout. Alors, les actions se poursuivent, comme ce matin à Niort. Avec une Marseillaise chantée devant le centre des impôts et un message au gouvernement sur sa politique fiscale. Donner des impôts, oui, mais pas toujours les mêmes. Taper sur les tranches les plus hautes. Nous, on n'a pas les moyens de se mettre de côté, mais les gens les plus riches le font, ils ont le pouvoir de le faire. Et ceux-là, on les laisse tranquilles. Ni blocage, ni tract. Les gilets jaunes sont restés quelques heures et des syndicalistes des finances publiques sont même venus à leur rencontre. Moi j'ai commencé ma carrière, le taux d'imposition le plus élevé en France était de 65% pour les plus riches. Il est à 45% aujourd'hui. C'est des choix politiques qui ont été faits depuis 30 ans. Dans les Deux-Sèvres, d'autres actions de gilets jaunes sont prévues dans la semaine. Ils assurent être plus déterminés que jamais après les propos du président de la République. Retour sur le plateau de Dimanche en politique où les questions de la crise des corps intermédiaires et de la démocratie représentative en exergue du mouvement des Gilets jaunes. Yohann Le Tellier, les Gilets jaunes ont envoyé donc cette semaine la liste de leurs revendications. Parmi elles, le fait que le référendum populaire soit inscrit dans la Constitution. Création également d'un site lisible et efficace encadré par un organisme indépendant de contrôle où les gens pourront faire une proposition de loi. Et si cette proposition de loi obtient 700 000 signatures, alors cette proposition de loi devra être discutée, complétée, amendée par l'Assemblée nationale qui aura obligation, 1 an, jour pour jour, après l'obtention des 700 000 signatures, de soumettre le vote à l'intégralité des Français. Qu'est-ce que j'en pense? Oui, puis autour de vous, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Oui. Moi, déjà, le référendum, ça me paraît une évidence. Je pense qu'on est aussi là pour dénoncer le fait que des personnes ont décidé sous prétexte qu'ils ont été élus contre une personne qui concrètement, il n'a pas été élu par plaisir. Hein. Et en fait, le référendum me paraît une bonne solution. À condition que ce soit les Français qui demandent un référendum, c'est ce que j'ai bien compris. Parce qu'un référendum, si c'est le chef de l'État qui le décide, ça peut être un objet. Ça a déjà été fait comme ça dans l'histoire de France. Pour chaque revendication, pour chaque proposition qui a été envoyée qui a été déposée par une délégation, que à chaque question, on demande un référendum. Parce que, alors ça peut être sous forme de référendum général. Moi, je suis pas politique. Vous me donnez, oui, mais ils me donnent leur salaire. Je fais les questions, les réponses. C'est pas le problème. Est-ce que finalement, est-ce que c'était pas une manière d'amoindrir le pouvoir des représentants du peuple en favorisant le pouvoir du peuple lui-même? Ce qui est donc la définition finalement de la démocratie participative par rapport à la démocratie représentative. Parce que du Forcel, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense qu'il faut davantage de prise directe avec le peuple sans les intermédiaires. Il faut à tout prix trouver des formes nouvelles et comme je disais tout à l'heure, ne pas se reposer sur l'idée que pendant le mandat, on a été élu sur un programme et donc que ça suffit, qu'on n'a pas besoin d'interroger la population. Il faut sortir de ça. Donc oui, il faut des systèmes d'aller-retour, etc. Là encore, il ne faut pas tomber dans une démagogie complète où on va tout le temps fluctuer sur l'avis de l'opinion. Il y a plein de décisions qui ont été prises à un moment donné dans l'histoire de cette République qui n'auraient pas été prises si on avait sondé, je pense à la peine de mort ou à d'autres décisions. Voilà. Bon. Donc il faut trouver un juste équilibre entre la représentation sur la base d'un programme très très clair et puis une logique d'aller-retour avec la population sur des enjeux fondamentaux. Parmi les autres revendications officielles, il y a le retour à un mandat de 7 ans pour le président de la République.
Élection des députés 2 ans après pour une possible cohabitation. Là aussi, histoire, j'imagine, de montrer le pouvoir du peuple comme rééquilibreur finalement des pouvoirs politiques traditionnels. David Labiche, vous en pensez quoi ? On voit très bien qu'aujourd'hui, on peut revenir aussi sur le non-cumul des mandats, puisque nos députés aujourd'hui à la Chambre nationale, ils sont illisibles, on ne les voit plus, on ne les entend plus, ils travaillent. Ok, ils travaillent, mais on ne voit plus cette représentativité. Avant, ils avaient le pied où ? Ils avaient le pied sur leur territoire, ils avaient le pied en mairie, ils avaient le pied sur un département. Aujourd'hui, ils ne le sont plus, ils le sont qu'à Paris. Donc on voit bien que le problème, il est là. On peut revoir après sur les mandats, sur une représentation, sur 2 ans, 2 mandats, 3 mandats. Il y a peut-être aussi le cumul sur différents syndicats. Mais franchement, il faut remettre les gens sur le terrain. Alors, je ne partage pas du tout. Je suis pas en accord avec La République En Marche, vous le savez bien, vous comprenez bien. N'empêche que moi, je vois que je peux frapper à une porte d'un député, de M. Thomas Mesnier, qui nous a encore reçus vendredi matin pour discuter. Et il est à Paris quand on lui demande d'y être, mais il a toujours des adjoints. Donc, je pense qu'aussi, il faut repositionner la chose dans le sens où si on demande à être reçu, techniquement parlant, c'est réalisable. Donc, ils sont quand même présents sur le terrain, mais pas là où il faut. Là, je serais d'accord. Comment voyez-vous, il nous reste 2 minutes, comment voyez-vous l'avenir du mouvement des Gilets jaunes ? Est-ce qu'il y a une envie de se structurer ? La liste des revendications, franchement, on ne l'a pas montré, mais ça peut être un vrai programme politique, elle est énorme. Moi, j'ai du mal à la lire, concrètement. Mais, comment vous voyez ça dans quelques mois ? L'avenir... Moi, je me vois, s'il faut, passer Noël sur un rond-point. De toute façon, moi, mes enfants, on n'a pas de famille. J'ai pas de famille plus que ça, donc j'irai sur le rond-point s'il faut. Mais sur l'avenir du mouvement Gilets jaunes, on ne sait pas, j'ai pas de boule de cristal. Maintenant, je pense qu'il faut répondre à l'appel des Gilets jaunes, au niveau du mouvement national, à retrouver un représentant, moi j'appelle ça un missionnaire, qui a un début. Sur la mission, c'est très bien parce que c'est un début, une fin. Donc comme ça n'a pas de dire c'est toi le chef pendant. Non, c'est un début, une fin. Donc trouver quelqu'un au niveau départemental, ça me semble essentiel. Pourquoi pas au niveau régional ? Donc se structurer, on est d'accord. Se structurer. Okay. De toute façon, on est déjà rentré dans une structure à partir du moment où on lance une revendication. Et que vous êtes reçu après. On se transforme on se dirige vers un parti. Et attention, il ne faudra pas faire l'erreur de le faire. Il y a déjà des partis en place. On les laisse en place. De toute façon, ils font pas grand-chose. Les partis et les syndicats, pardon, dernière question. Et les syndicats. Dernière question, justement pour vous, Ali Amir, qui avait un peu moins parlé que les autres. Est-ce qu'un mouvement comme les Gilets jaunes pourrait concurrencer les syndicats ? Vous avez 30 secondes. Mais je ne pense pas. Donc, je pense que nos actions peuvent être complémentaires. Au demeurant, donc, nous, on peut vous accompagner dans la structuration et l'organisation de ce que vous représentez au niveau du mouvement social. Moi, je pensais par rapport à la représentativité. Donc, à l'époque antique, effectivement, il existait des places qu'on appelait des agoras où chacun pouvait s'exprimer. Après, quand on est plus nombreux, c'est plus compliqué. Donc là, il faut réellement une représentation avec des personnes désignées. Il faut une représentation aussi pour couper la reprise le mot politique. De la fin. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. La semaine prochaine, nous nous interrogerons sur les nouveaux rapports des Français avec les journalistes. Une presse sous pression pour leur place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous. À dimanche prochain.